Ok, bon, bonjour à tous. Donc Ludovic Simon, je suis le CEO, comme on dit dans le métier, de Do You Buzz, qui est alors Do You Buzz, site web que vous pouvez voir sur doyoubuzz.com, qui permet à tout le monde de se créer des CV en ligne très simplement. Donc des CV en ligne, adaptés à un écran web. Si on le regarde sur un écran de PC, si on le regarde sur un écran de PC, qui sera adapté sur votre mobile, si vous le regardez sur un mobile, que vous pouvez imprimer. Enfin voilà, vraiment une espèce de CV universel protéiforme que vous pouvez utiliser dans toutes les situations. Voilà. Bonjour à tous, moi je suis Aymeric Coisson, donc un des cofondateurs de Wizbee.com. Wizbee, c'est le premier réseau social professionnel pour les étudiants et jeunes diplômés. Donc, j'imagine que certains connaissent déjà parce qu'on est basé à Grenoble et notamment dans l'incubateur de l'école. Donc voilà, nous, notre volonté, en fait, elle est de permettre aux étudiants et jeunes diplômés de venir sur un réseau, de se rencontrer, de créer des projets ensemble avec pour finalité soit de trouver un job, mais également de les permettre de potentiellement créer leur propre entreprise. Voilà. J'ai une première question qui me brûle vraiment les lèvres. En deuxième année et même en première, tous les étudiants de l'école ont un profil sur Do You Buzz. Comment vous expliquez un tel succès? Alors déjà c'est simple parce que l'école est cliente de Do You Buzz, donc du coup tous les étudiants sont obligés de plus ou moins, enfin en tout cas d'aller dessus. Donc ça effectivement c'est vrai que j'espère que vous êtes nombreux à avoir déjà découvert le service. Si c'est pas le cas, allez-y de ce pas. Voilà, donc effectivement nous sur Do You Buzz on a une activité site grand public avec 300 000 utilisateurs. On est les leaders du CV web en France. Et de l'autre côté, on a des logiciels, finalement des applications professionnelles pour les écoles, pour les entreprises, pour permettre de mieux gérer les CV, que la circulation de ces informations soit plus facile, et que donc, dans le cas d'une école, que les CV des étudiants soient valorisés. On va donc maintenant s'intéresser un peu plus particulièrement au sujet d'aujourd'hui, donc qui est comment trouver un job sur Internet. Quels conseils rapidement vous donneriez à un étudiant ou même à un professionnel pour améliorer sa e-réputation ? Juste avant de dire comment améliorer ses réputations, c'est juste pour dire l'importance de la réputation à l'heure actuelle pour un internaute ou un candidat. C'est que un recruteur sur deux maintenant alloue un budget recrutement sur le web. Il faut savoir que les recruteurs placent aussi les réseaux sociaux notamment au même titre que les cabinets de recrutement. Donc c'est-à-dire que la part du web dans le recrutement est devenue énorme. Et d'autre part, il y a plus de 80% des entreprises, quand elles recrutent sur Internet, qui googlisent votre nom. Donc, une première chose qu'elles font, c'est elles regardent un petit peu qui vous êtes sur Internet. Oui, alors ils regardent les CV intéressants en l'occurrence. Enfin, oui, voilà. Ils ne vont pas tous regarder si votre CV est nul, ils ne vont pas vous googler. Mais s'il est bien, ils vont aller chercher un petit peu plus. Et voilà, donc du coup, ils vont se faire un petit peu une image de vous sur Internet. De la même façon que tu croises quelqu'un dans la rue, c'est son style vestimentaire qui va te parler. Sur Internet, ça va être qu'est-ce qu'il a fait, quelles sont les photos qui ressortent quand je tape son nom, qu'est-ce qui se dit sur lui, est-ce qu'il blogue, est-ce qu'il blogue pas. Donc voilà, donc la présence sur Internet est devenue très importante pour trouver un job ou pas. Pour le côté améliorer sa réputation, c'est un projet qui est traité relativement fréquemment, donc peut-être enfoncer des portes ouvertes aujourd'hui, mais c'est premièrement peut-être sélectionner les réseaux sur lesquels on est. Donc ça ne sert à rien d'être sur 15 000 réseaux et être inactif sur les réseaux, autant être sur un réseau et efficace sur ce dit réseau. Et après, c'est plus un ressenti personnel, donc tout le monde ne partagera peut-être pas cet avis, mais c'est plus être transparent. Donc dès qu'on commence à parler sur Internet, il faut assumer ce qu'on dit, il faut pas... voilà. L'idée, c'est de dire, si on veut cacher quelque chose, si on a une image qu'on ne veut pas montrer ou quoi que ce soit, à la base, elle n'a rien à faire sur Internet. Donc moi, je suis plus partisan de limite ouvrir un peu tous mes profils, notamment mon profil Facebook, parce que dès que je partage quelque chose sur Internet, c'est que j'en assume les conséquences. Tiens, ça c'est intéressant parce que alors sur Facebook, en l'occurrence tu tweets du pro. Enfin moi je sais que j'ai beaucoup tweet, sur Facebook j'ai beaucoup à un moment donné parlé de Do You Buzz, etc. Donc effectivement j'avais un profil public. Maintenant que je reparle plus avec mes amis pour partager des photos, je sais pas. Enfin j'ai eu une petite fille il y a pas longtemps par exemple. Donc du coup typiquement Facebook moi je l'ai refermé. Voilà, donc effectivement, ça dépend un peu des stratégies. Je pense que ça dépend aussi du stade d'avancement, parce que je vais être peut-être en phase encore un peu amont par rapport à toi. C'est que moi, ma page Facebook, c'est
limite la fanpage de Wizbee. Enfin, Ouais, c'est voilà. la même chose. Il n'y a rien quasiment de perso sur mon profil. D'accord. Et effectivement, par contre, si vous partagez des photos de soirée, c'est important pour votre réputation que tout le monde ne puisse pas y accéder. Donc, tout dépend aussi de votre utilisation de Facebook. Mais effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut, toute l'information qu'on peut publier en rapport avec l'univers professionnel, typiquement un projet étudiant que vous avez mené, par exemple, je sais pas, enfin, vous faites un mémoire demain. Je suis sûr que vous avez des travaux d'études, de recherche à faire. Aujourd'hui, filer un PowerPoint ou un document Word au prof et avoir une note, c'est cool. Si vous avez vraiment fait du bon travail, le mettre sur SlideShare, qui est un PowerPoint en ligne, partagé, c'est le YouTube du PowerPoint, c'est bien sûr hyper valorisant. Je crois que d'ailleurs Cédric en parlait, c'est une mine d'informations. Moi, je connais des sociétés qui n'ont pas de budget de communication, mais qui, pour se faire connaître et avoir une bonne réputation, parce que les réputations, ça marche pour les gens, ça marche aussi pour les entreprises, font des études poussées, les partagent sur SlideShare et arrivent à avoir jusqu'à 1 million de personnes qui viennent voir l'étude. Vous imaginez que imaginez demain un groupe d'étudiants qui fait un travail intéressant, c'est facile sur SlideShare demain d'avoir 5 000, 10 000 personnes qui vont voir ce contenu, qui vont le juger intéressant et qui du coup, bien sûr, cette image, en tout cas, ça va rejaillir sur la réputation aussi des gens qui ont produit ce contenu. Donc voilà, moi je te rejoins complètement, c'est hyper important aujourd'hui de faire attention à son image sur Internet, qu'on puisse accéder à des choses qui sont valorisantes par rapport à vous et avoir en tête l'idée, finalement vous êtes certainement tous, même en première année, des choses à valoriser sur le web qui peuvent contribuer à avoir une bonne réputation. Et le drame, pardon, juste une dernière truc, le drame aujourd'hui, ça m'arrive de recruter pour Do You Buzz ou pour une association de laquelle je m'occupe. On voit des profils arriver, je sais pas, quelqu'un qui a 25 ans aujourd'hui, école de commerce. Si je tape son nom sur Google et que je ne trouve rien hormis un profil Facebook inaccessible, je m'inquiète un tout petit peu. Même si ce gars-là ne veut pas travailler dans le web, mais globalement de se dire aujourd'hui, ah bah tiens, il n'a rien publié d'intéressant. Si j'ai deux profils à compétences comparables, celui qui tient un blog a un avantage, celui qui a fait un SlideShare intéressant a un avantage, celui qui a 1000 followers sur Twitter et pas 3, c'est un avantage. Voilà. Et du coup, pour un jeune ou un jeune diplômé ou un étudiant, quelle est la différence entre LinkedIn et Viadeo, qui finalement sont deux réseaux sociaux professionnels ? Je pense qu'au niveau étudiant ou jeune diplômé, il n'y a pas trop de différence entre les deux. Ce qui est juste intéressant à remarquer, c'est que les étudiants jeunes diplômés sont à 95% sur Facebook, donc autant dire quasiment la majorité. Par contre, ils sont moins de 10% à être actifs sur un Viadeo ou un LinkedIn, donc un réseau professionnel dit classique. Donc voilà, donc là, les raisons sont multiples de ce constat. Ils ne se retrouvent pas, ces réseaux restent quand même relativement réservés aux cadres, aux personnes qui ont de l'expérience. Un étudiant, par définition, il n'a pas ou très peu d'expérience, donc il ne se retrouve pas sur ces réseaux. Voilà. C'est notamment l'idée de base qui a fait qu'on a voulu créer Wizbee. Effectivement, je pense que ça part d'un bon constat. Alors, moi, je trouve que c'est intéressant qu'un étudiant découvre LinkedIn ou Viadeo. Maintenant, effectivement, ça ne va pas le servir où il va se sentir à l'aise. C'est pas un service, voilà. Moi, je sais que quand j'étais étudiant, ça venait de sortir. Donc, du coup, j'étais dessus. Je trouvais ça génial de me dire, tiens, je peux voir les CV des gens, CV, une espèce de profil, ça me donne de l'information sur les gens. Donc avant un rendez-vous, avant de candidater, puisqu'on est là quand même pour trouver un job, LinkedIn Viadeo, il faut être dessus, ne serait-ce que quand vous candidatez dans une boîte, savoir qui est le patron, qui est le gars à qui vous allez adresser votre candidature, est-ce qu'il y a des stagiaires qui sont déjà passés là-bas ? S'il y a des stagiaires, c'est quoi leur profil ? Envoyer une petite... si le mec est plus en stage... à ce moment-là, envoyer un petit message à ce gars-là pour savoir si l'ambiance dans la boîte est bien, tout ça. Voilà. Bon, ça, c'est en ça que ça peut être utile. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, à plus être étudiant, je reçois souvent des invitations d'étudiants qui aimeraient peut-être, faire un stage à Do You Buzz, etc. Sur Viadeo LinkedIn, je le dis honnêtement, moi, je n'accepte pas les gens que je connais pas. Ça fait déjà beaucoup de gens. Voilà. Donc du coup, effectivement, je suis d'accord qu'en matière de réseaux sociaux professionnels, alors on dit souvent que LinkedIn est un peu plus anglophone et puis Viadeo francophone. Je crois qu'il y a 4 millions de profils sur Viadeo en France contre 3 millions de LinkedIn en France. Voilà, donc ça commence à se valoir. Moi, je préfère LinkedIn, perso. Mais voilà. Mais en tout cas, je pense que pour des étudiants, effectivement, Wizbee serait probablement une plateforme plus adaptée et sur laquelle vous pourrez faire plus de choses et vous sentirez plus à l'aise parce que les gens qui sont sur le réseau sont à votre image, sont de la même génération. Voilà. J'aimerais juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure entre un candidat qui avait un profil Facebook bloqué et d'autres qui avaient publié des choses. C'est quand même pas un peu réducteur même pour un employeur finalement de juger ou de préjuger de la qualité d'un candidat à un poste juste parce qu'il l'a trouvé sur Google ?
Ouais, c'est sûr que c'est sûr. Ce qu'il faut savoir, un recrutement. Alors après, on va pas faire le cérémonial, machin. Voilà. Il faut savoir que dans un recrutement, évidemment, il y a des discriminations subjectives. Voilà, il y a typiquement, est-ce que j'ai un bon feeling avec le gars? Est-ce que dans une offre d'emploi, jamais on verra, bon bah, vous serez embauché si on a un bon feeling? Ça se dit pas. Et pourtant, je peux vous dire que dans 90% des recrutements, si le feeling passe pas, on vous embauchera pas. Parce que quelqu'un qui embauche, c'est d'abord un humain qui passe 7, 8 heures, 9 heures par jour de ce travail. Il a envie de travailler avec des gens agréables, avec qui ça passe bien. Donc, faut pas oublier ça. On n'est pas des machines. Donc, du coup, le feeling, c'est important. Pourtant, ça se matérialise pas. Donc, effectivement, de toute façon, quand on recrute, on se base sur des sensations. On ne connaît pas la personne, et même après un entretien ou 3 ou 4, on ne la connaîtra pas non plus. On le sait. On la connaîtra peut-être au bout de 6 mois, 1 an à travailler ensemble, et encore en partie. Donc forcément, c'est subjectif. Donc moi, je te dis à compétences égales, si je vois 2 bons profils, je Google évidemment, je regarde. S'il y en a un qui publie des choses intéressantes et l'autre qui ne le fait pas, c'est un plus. Après, si je reçois les 2, peut-être que j'aurai Enfin, c'est pas du tout un critère rédhibitoire pour moi, mais c'est sûr que moi, je trouve que ça la fout mal à 25 ans, enfin, ou à 23 ans, je sors d'école de commerce. Si on trouve rien sur vous sur Internet, waouh, ça fait un peu flipper quand même. Et j'irais même plus loin en disant que le côté réducteur, je dirais même que c'est l'inverse. Enfin, moi, ma vision de l'Internet, justement, c'est que c'est l'outil qui peut te permettre d'aller plus loin que ton CV papier ou PDF classique que tu envoies une boîte. Sur Internet, tu vas pouvoir montrer une chose que les recruteurs aimeraient pouvoir juger, qui est ta personnalité. C'est-à-dire que ton CV témoigne de tes compétences, de ta formation, de ton expérience professionnelle, quand tu en as une. Donc voilà, ça ne te permet pas de te mettre en avant quand chaque année tu as 5 000, 10 000, 15 000 candidats étudiants qui ont le même profil. Justement, avoir une présence sur Internet permet de montrer que tu n'es pas qu'un CV, tu as aussi une personnalité. Et justement, c'est un des meilleurs atouts pour séduire un recruteur. Et je vais rebondir d'ailleurs sur... Cédric nous disait tout à l'heure, il parlait des vertus de l'auto-formation. C'était en début de conférence, je ne sais pas si vous étiez déjà là, mais l'auto-formation, c'est sûr que c'est majeur, enfin en tout cas pour travailler dans le domaine du web, c'est peut-être pas valable dans tous les domaines, mais bon, moi je pense que ça s'applique partout. Mais s'auto-former, être capable donc tout simplement de faire preuve de curiosité, de faire de la veille, donc regarder des blogs dans le domaine qui vous intéresse, éventuellement si vous êtes sur Twitter, tweeter les liens intéressants, ça permet, voilà. Moi je sais qu'avant il n'y avait pas Twitter, il y avait Delicious. Delicious c'était juste un truc pour bookmarker, donc mettre en favori des liens que je trouve intéressants et les retrouver plus tard. Aujourd'hui, on ne s'en sert plus trop, on tweet les liens intéressants et puis on les retrouve si on a envie. Bon. Enfin, en tout cas, moi, c'est sûr que j'ai jamais candidaté sur tous mes CV, il y avait l'accès à ma veille sur Delicious où je disais, voilà, vous accédez à cette page, vous allez voir toute ma veille sur les 3 dernières années. Bah, je peux dire, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants même de pros qui le font. Et pourtant, tous les gens qui recrutent se disent, si je peux embaucher quelqu'un qui a le profil, qui a les compétences, mais qui en plus est quelqu'un de curieux, qui fait de la veille et tout, c'est sûr que là, ça commence à intéresser tout le monde. Donc voilà, encore une fois, entre un gars qui tweet des liens intéressants ou qui partage sa veille avec quelqu'un qui ne le fait pas, il y a évidemment une sélection qui peut se faire. D'accord. Et vous avez sûrement entendu parler d'un site qui fait le buzz depuis le début du mois, si je ne me trompe pas, je suis bonne.fr. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la méthode qu'ont adopté donc les 2 auteurs du site ? Et quels conseils donneriez-vous pour se démarquer sur Internet et attirer l'œil des recruteurs ? Faut pas faire ça. Après, au-delà certains ont trouvé l'idée géniale, d'autres on a entendu des termes comme c'est de la cyberprostitution de stagiaires. Enfin, on a entendu un petit peu tout et n'importe quoi. Moi, juste une volonté de l'étudiant, justement, et ça rejoint ce qu'on disait avant, de montrer que il a une formation, parce que je suis bonne.fr, c'est ni plus ni moins que juste un CV mis en avant un peu différemment. Mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont voulu se mettre en avant différemment et montrer que ce n'était pas juste une suite de lignes sur un CV, et qu'ils avaient des compétences, une personnalité, et qu'ils avaient envie de mettre en avant autre chose que juste ces quelques lignes. C'est sûr qu'encore une fois, à profil, à compétences équivalentes, peut-être qu'entre quelqu'un qui est invisible sur Internet, qui n'a rien fait, et la personne qui a fait je suis bonne.fr, je vais me dire, tiens, au moins, elle s'est bougée, quoi. Maintenant, moi, je vous avoue que quand je suis allé dessus, et là, je vous le dis, je vois le truc, je vais voir, et j'ai pas super accroché, parce que là, pour le coup, le message n'est pas hyper subtil. Alors, c'est hyper accrocheur, c'est hyper catchy, donc là-dessus, c'est bien vu, ils ont fait un petit buzz. Bon, après, faut modérer le truc.
Mais voilà, je suis bonne.fr, enfin, on est quand même dans le domaine professionnel. J'imagine la gueule du recruteur qui va dire à son patron, ouais, je viens de recruter une nana, elle m'a envoyé un CV, je suis bonne.fr. Il va avoir l'air d'un con, le gars. Donc bon, donc à un moment donné, je conseille pas du tout de faire ça. Peut-être qu'elles ont trouvé, ils ont eu des propositions de stage, c'était intéressant. Et en l'occurrence, il y avait un gars dans l'histoire aussi. Donc c'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Je suis bonne.fr. Un gros paquet. Wow. J'étais un peu déçu du coup. Bon, ouais. Donc non, c'est bien de se différencier, mais se différencier parce qu'on fait de la veille ou parce qu'on écrit une lettre de motivation ou un mail de motivation bien foutu. Voilà, enfin, moi, il faut savoir, hein, je vais vous dire hein, juste avis à tous les étudiants, mais moi, quand je reçois des offres, déjà la moitié des demandes de stage ou des gens qui viennent vers moi pour trouver un job sur Do You Buzz, la moitié des demandes que je reçois, déjà, les gens ne m'envoient pas de CV Do You Buzz. C'est quand même con, quoi. Tu candidates chez un mec qui fait des CV en ligne et tu candidates avec un CV papier. Bon, bref, donc déjà, à chaque fois, je me pose la question, est-ce que je réponds ou est-ce que je réponds pas, parce qu'on est à la limite du foutage de gueule. Après, le deuxième truc, c'est que je reçois souvent des mails donc, de gens qui me disent « Oui, votre compagnie est extraordinaire, etc. » On est 6 personnes. Donc la compagnie mondiale, il faudrait peut-être personnaliser le message, quoi, juste histoire de faire style que ce n'est pas un message groupé. Parce que, et surtout quand on candidate dans les startups web, nous, on sait bien repérer le gros mail groupé. Donc il faut personnaliser. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que donc il y a peut-être que 20% des candidatures que je reçois où le mec a personnalisé son mail et a mis un CV Do You Buzz. 20%. Vous voyez déjà, il n'y a que cela que je vais vraiment étudier avec intérêt. Donc voilà, ça c'est juste du bon sens. Il faut cibler. Et puis après, le gars il me parle de Do You Buzz. Alors, vous pouvez dire des bêtises et tout, mais au moins qu'il sache de quoi on parle, qu'il me dise. Voilà, ça c'est le premier conseil. Et c'est la meilleure façon de se différencier. Et puis après, voilà, de mettre en valeur les travaux, l'expérience, bien sûr. Justement, enfin, on en parle un peu de tout à l'heure des réseaux sociaux et compagnie. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, il y a un réseau social qu'il faut privilégier absolument, plus que tous les autres, quitte même à les abandonner? Je sais pas, Facebook, Twitter, il y en a d'autres, LinkedIn. Tout dépend si on parle dans une optique professionnelle ou professionnellement. Dans une optique professionnelle, ceux qui existent vraiment en France, on va dire, c'est Viadeo, LinkedIn. D'autres comme Xing sont pas trop utilisés. Il y a Wizby, on aime bien. On aimerait bien être là. Après, on n'est pas du tout en concurrence avec Viadeo, LinkedIn. Hein. Notre concept, c'est de se placer juste en amont de ces réseaux-là. C'est-à-dire qu'une personne qui a déjà 1 an, 2 ans d'expérience n'a plus d'intérêt sur Wizby. Il bascule justement, c'est Viadeo, LinkedIn. Donc moi, à l'heure actuelle, le marché est tel que je ne vois pas de réseaux qui ont plus de raisons d'exister que d'autres actuellement. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, une fois que vous êtes sur le marché de l'emploi, que vous avez un peu d'expérience professionnelle, vous allez, et peut-être des responsabilités, je l'espère pour vous tous, vous allez vous amener à rencontrer des gens, déjà ne serait-ce que dans votre service, dans votre équipe, après aussi à travers des rendez-vous avec des clients, des fournisseurs, etc. Donc du coup, vous allez rencontrer plein de gens, votre carnet d'adresse va grossir, et à ce moment-là, c'est bien de garder une trace. Même si cette personne, je l'ai vue sur un seul rendez-vous, si on est connecté sur Viadeo, LinkedIn, c'est intéressant. Alors il faut en choisir un des deux. Moi, je suis sur les deux. Je maintiens plus Viadeo, j'en ai ras-le-bol. Et maintenant, ça commence à... je sais pas, il y a 4 millions sur Viadeo. Je pense qu'il y a bien la moitié de ces gens-là qui sont sur LinkedIn aussi. Donc après, il faut faire son choix. Ça dépend de vos affinités. Moi, étant dans le web ou dans le domaine high-tech, avec des velléités pour peut-être demain de travailler à l'étranger, je ne sais pas. Forcément, LinkedIn, ça me paraissait le choix numéro 1. Est-ce que c'est indispensable? Non. Si moi, j'ai envie d'être charcutier dans la Creuse et de monter un truc là-dessus, il y a peu d'intérêt. Donc, moi, je dirais qu'il n'y a pas de réseau social incontournable. Un réseau social, on y va parce qu'on a envie d'y faire quelque chose. Ou alors, sinon, on va juste tester. Mais voilà, ce ne sera pas important. Mais effectivement, Wizby, toujours en amont de l'utilisation de LinkedIn Viadeo pour des étudiants, ça me paraît être intéressant d'aller découvrir le concept et de commencer à voir comment on peut animer et réunir une communauté autour de soi sur des réseaux et de prendre le pli. Il faut savoir aujourd'hui, par exemple, que dans les entreprises, Atos, par exemple, est précurseur là-dessus. Mais demain, dans les boîtes du CAC 40, il y aura presque plus d'emails. Il y aura surtout des réseaux sociaux d'entreprise où tous les messages... Vous savez, par exemple, légalement, une entreprise ne peut pas fouiller dans la boîte email professionnelle de quelqu'un, etc. Voilà. Il y a tout un tas de complexité avec l'email. Que dans le réseau social d'entreprise, on n'est vraiment que sur du pro. Et ça offre tout un tas d'avantages, notamment... le fait qu'on arrête d'avoir un déluge d'emails qui nous pompe 2 heures par jour de manière fractionnée. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, commencez à vous familiariser avec les réseaux et avec le travail collaboratif sur des réseaux sociaux. Ça me paraît important. D'accord. J'ai une question par rapport au réseau sur LinkedIn ou Viadeo.
ou Easby. Est-ce que contrairement à Facebook, il faut plutôt restreindre son réseau, enfin sélectionner en fait les personnes qu'on accepte? Je pense que oui, enfin, c'est comme dans la vie, on ne va pas avoir le même discours en fonction des mêmes cercles d'amis. Donc je pense que Facebook, c'est un réseau qui est vraiment tourné, on va dire, plus fun et vraiment réseau familial ou amitié. Il ne faut pas que ça aille vraiment au-delà. Enfin, typiquement, je n'ajoute personne professionnel sur mon Facebook. À l'inverse, sur un LinkedIn, je vais être beaucoup plus ouvert quand quelqu'un... Bon, c'est peut-être un petit peu différent de toi d'ailleurs, justement, mais moi j'ai tendance à inviter assez facilement quand on me contacte sur LinkedIn ou autre. Donc c'est une vocation professionnelle. Ouais, effectivement, alors sachant qu'il y a la tentation sur LinkedIn Viadeo d'inviter un maximum de gens et de se dire il a accepté mon invitation, donc c'est super et tout. Mais bon, à un moment donné, avoir 2000 contacts, moi quelqu'un qui a 2000 contacts sur Viadeo LinkedIn, je trouve ça quasiment ridicule. Hein. C'est parce que je sais que le gars a spammé des tas de gens pour en avoir. Et donc du coup, je me dis, voilà, ce mec-là a du temps à perdre pour inviter plein de personnes et dire, regardez, j'ai 2000 amis sur Viadeo. Alors si c'est Loïc Lemer, il a 2000 amis, je suppose qu'il les connaît vraiment. Mais si c'est voilà, un gars lambda et tout, je sais que c'est pas possible d'en avoir 2000. Bon, moi, je suis plutôt partisan de la sélection maintenant, mais bon, après, on est profil particulier parce que quand tu montes une boîte, tu es relativement sollicité. Donc, du coup, tu as tout de suite plein d'amis et ça devient vite fait le bordel. Donc, en tout cas, moi, je vous conseille, sur Facebook, vous faites comme vous le sentez, mais effectivement, moi, je mets mes amis, ma famille, c'est protégé, mais je mets aussi après, il y a des gens dans le boulot qui deviennent aussi des amis. Et puis après, il y a aussi voilà, tout ce qui est organisation d'événements, faire un foot, organiser un foot avec sa boîte. Ça se passe sur Facebook maintenant, donc voilà, c'est un peu pour eux en fait. C'est plus pour eux en tout cas que ce que je pouvais imaginer. Sur LinkedIn Viadeo, moi j'ai aucun intérêt à ajouter des gens que je connais pas. Je l'ai fait à une époque parce que je me disais comme ça, Do You Buzz va être connu, peut-être que à travers moi, etc. Bon, ça marche pas beaucoup. Hein. Ou alors, je cible les gens. Tout ça. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est plutôt cibler les gens. Après, vous pouvez rentrer en contact sur Viadeo LinkedIn avec des personnes que vous ne connaissez pas, mais pour solliciter un rendez-vous, parce que contextuellement, c'est intéressant, parce que vous êtes dans le même domaine, parce que vous avez quelque chose à lui raconter. Ça peut être un moyen d'ouvrir les portes. Mais encore une fois, avec un message personnalisé, une matière ciblée. Le spam pour choper un stage, ça ne marche pas. Inviter 5000 personnes d'affilée sur Viadeo pour avoir un gros réseau, ça ne marchera pas du tout, vous allez perdre du temps. Et voilà, donc quand même la cohérence c'est important, voilà, comme dans la vraie vie. D'accord. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on laisse la parole au public? Moi, il y a juste une chose, du coup c'est un autre débat, mais c'est un phénomène assez marquant, c'est que là on parle beaucoup de comment un jeune doit postuler sur Internet, comment est-ce qu'il doit s'adresser, se faire repérer par une entreprise. Ce qu'on dit moins, c'est les difficultés qu'ont les entreprises à recruter et à s'adresser à cette génération Y. Parce que nous, typiquement, c'est quelque chose qu'on rencontre au quotidien, parce qu'on a à peu près 600 entreprises qui sont inscrites sur le réseau avec qui on échange. Et souvent, la constatation c'est on ne comprend plus les motivations qu'ont ces jeunes. C'est-à-dire que le monde du recrutement a totalement changé. La génération Y a plus les mêmes envies par rapport à un job qu'il y a 5 ans, 10 ans. Donc, du coup, les marques sont aussi un peu perdues par rapport à ça et aussi ont aussi besoin de réussir à mieux communiquer avec ces étudiants jeunes diplômés. Oui, tout à fait. C'est vrai faut savoir aussi qu'on est dans un contexte, là si on parle de l'emploi, dans un contexte un peu plus général, on est dans un contexte où, il y a beaucoup de chômage, mais il y a finalement assez peu de chômage chez les cadres dans pas mal de domaines, donc les profils qualifiés, etc. Alors, je ne vous parlerai pas de l'informatique parce que là, c'est carrément la pénurie totale, mais voilà. Donc, il y a quand même pas mal de domaines où ça recrute. Et donc, effectivement, difficulté pour les marques qui sont obligées qui essayent d'aller draguer les écoles dès la sortie, donc ça, c'est compliqué. Donc, effectivement, à ce moment-là, c'est intéressant déjà de regarder les sites des entreprises qui vous intéressent régulièrement, voir les offres. On n'a pas parlé des sites d'emploi, mais évidemment, aujourd'hui, quand on cherche, pour moi, en tout cas, dans une bonne recherche d'emploi aujourd'hui, vous commencez à scanner les boîtes dans la région où vous avez envie de bosser ou dans le domaine dans lequel vous avez envie de bosser. Vous trouvez celles qui vous intéressent, vous vous renseignez sur leur site web, vous regardez s'il y a eu des offres de stage ou d'emploi. Vous allez voir après tout de suite sur Viadeo LinkedIn qui y a dans la boîte, qui est passé dans la boîte mais n'y est plus pour prendre de l'info. Ensuite, vous faire un pur CV de Do You Buzz, bien sûr. Vous inscrivez sur Wizby pour enrichir tout ça. Et là, vous êtes bon, vous êtes bien prêt. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est écrire des
Alors, les lettres de motivation, parlons-en 5 secondes. À part si vous candidatez dans une banque ou une grosse boîte qui demande explicitement à écrire une lettre de motivation, moi, je m'en fous de votre lettre de motivation. Écrivez-moi un mail de motivation. Ça m'embête d'ouvrir la pièce jointe. Je perds du temps. Et surtout, vu que je consulte comme à peu près la moitié des patrons mes mails sur mon téléphone, enfin, quand je suis en déplacement, etc. Du coup, la lettre de motivation, c'est moins pratique que le mail. Donc, vraiment, quand vous candidatez en des PME, vous ne prenez pas le cerveau. Le fond, la forme importe moins que le fond. Dites quelque chose d'intéressant avec un bon CV, ciblez votre truc, candidatez dans 5 boîtes. Je peux vous garantir, si vous avez ciblé 5 ou 10 boîtes, ça marchera mieux. Et voilà. Bon, par contre, ça implique que vous affiniez un petit peu votre projet professionnel. C'est pas toujours facile. Mais voilà, lancez-vous. Mais voilà, cogitez bien votre truc. Il faut une vraie stratégie. C'est juste du bon sens. Hein. Très bien, merci pour ces conseils. Merci. Alors, des micros vont circuler pour les questions du public. Bonjour. Je veux juste savoir, en fait, c'est quoi la manière intelligente de contacter sur les réseaux sociaux professionnels? Vraiment le terme de contacter. Dans quel contexte? Une prise de contact? Chercher un stage ou... Par exemple, recherche d'emploi. Ok. Alors, quelle est la manière intéressante? Mettons, je ne sais pas, moi, tu t'intéresses au domaine du web et tu as participé à une conférence où il y avait des entrepreneurs d'un niveau incroyable et que tu as repéré des boîtes comme Lengo et DoYouBuzz. Et tu dis, voilà, typiquement, tu vas dire, voilà, je vous ai vu à cette conférence, etc. Bon, alors là, on était dans la même pièce. Mais imagine que tu n'es pas là, tu tapes Ludovic Simon, Michael Froger, ou je sais pas, ou tu tapes DoYouBuzz ou Lengo parce que tu as repéré ces boîtes-là, tu vas voir qui est le patron, tu tapes le nom du patron sur Google, tu vas voir qu'on a participé à cette conférence. Donc déjà, tu peux même nous dire qui était, alors qu'il n'était pas. Ça, c'est génial. Mais mieux que ça, tu peux dire, j'ai regardé la vidéo live stream publiée, je trouvais ça super intéressant, ça m'a donné envie de bosser cette boîte. Moi, si tu commences à me parler en mode, tu me parles de quelque chose parce que moi, je me permets de te tutoyer, mais si tu me parles de quelque chose que j'ai fait ou d'une nouveauté de DoYouBuzz, typiquement, tu m'envoies un mail, tu regardes les newsletters de DoYouBuzz dans les 3 dernières semaines, tu dis, ouais, je viens de tester votre fonctionnalité que vous venez de sortir, j'ai trouvé ça super, même si tu l'as pas testé ou même si tu as trouvé ça nul, moi, ça... Voilà, donc ça c'est une manière d'introduire la conversation, voilà, je vous ai vu, ça m'intéresse. Après voilà, tu es quand même là pour choper un job, donc tu vas devoir le dire à un moment donné. Et voilà, donc beaucoup d'intérêt pour l'entreprise. Il se trouve que, alors soit tu as une idée particulière, quelque chose d'intéressant, je sais pas, une réflexion, parce que tu es très en veille sur le domaine, pour moi, ce qui me concerne, je sais pas, de l'emploi, ou que tu es très calé en e-commerce, et que du coup, tu as envie d'amener Mickaël un petit peu sur l'expertise là-dessus, ça peut être intéressant, te lancer un débat. Donc, tu poses une question un petit peu précise, histoire de montrer que tu t'y connais, pas la question lambda, genre voilà, mais non, une question un peu précise qui montre que tu t'y connais, ça peut être pas mal. Voilà, et puis après tu te vends, hein, tu te dis voilà. Alors, ce qui va être bien, c'est que tu vas dire voilà, moi j'ai mon CV sur DoYouBuzz, voici le lien. Excusez-moi, mais juste sur un email, c'est quand même 10 fois plus pratique que d'envoyer une pièce jointe, parce que le mec va le regarder sur un écran et tout ça. Tu vas dire voilà, au fait, j'en profite. Puisque j'ai vu que j'ai monté un slideshare avec mes copains étudiants, je vous le montre, c'était une étude intéressante en rapport avec l'e-commerce, ça pourrait vous intéresser. Vous voyez l'intérêt de... voilà. Cédric nous disait malin et calculateur. Mais malin et calculateur, c'est ce que tout le monde devrait faire. Moi, je ne comprends pas que... voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous faites de la veille, ça vous donne du grain à moudre pendant l'entretien. Et vous avez du coup une avance considérable sur tout le monde, puisqu'il faut savoir qu'il y a 80% de fainéants, et je me mets dedans, hein, mais à un moment donné, quand tu es passionné par un domaine, tu creuses, tu as des choses à raconter que les autres n'ont pas racontées. Et voilà. Donc essayez d'y aller comme ça. La demande basique, genre bonjour, mon école m'a demandé de faire un stage. Donc c'est même pas toi qui viens demander un stage, c'est ton école t'a demandé. Donc genre ça te fait bien chier quoi. Et voilà. Donc ça, moi, j'aime pas quand on commence comme ça. Mon école m'a demandé de faire un stage de telle date à telle date. Voilà, donc du coup, alors après on rentre dans le ton formel, parce qu'il y a je sais pas si c'est des profs ou vos parents vous ont dit, alors il faut prendre un ton hyper guindé quand vous écrivez, etc. Si tu candidates à la direction marketing de L'Oréal, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, ou dans une boîte, voilà, peut-être que là tu vas prendre un ton particulier. Si tu candidates auprès d'une PME, que tu vois que les gars ne sont pas super loin en âge, adapte ton discours, parle vrai, parle normal, quoi. Faut que ce soit pro.
il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Donc typiquement, moi, ce qui me fait marrer, c'est quand les gars font des formules de politesse qui sont mal écrites, ou voilà, enfin... merci, enfin veuillez accepter mes sincères salutations en bas d'un mail, c'est débile, hein, je vous le dis tout de suite, bien cordialement, ça suffit. Voilà. Donc un ton simple, faut pas se prendre le cerveau, essayer d'amener du contenu et te valoriser pas uniquement à travers ton CV et ta formation. Alors commence pas à raconter j'ai fait un DUT, machin, ensuite j'ai intégré telle école et tout. On s'en fout, on va le lire sur le CV. Parle de toi, de ce que tu sais faire. Excusez-moi, je me suis un peu enflammé. Non, du coup, je pense que tu as bien. C'est bon? Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. On va remercier Ludovic Simon et Aymeric Vasson chaleureusement. Merci à vous. Et la journée est finie. Presque.